Je voudrais vous parler d'un mystère maintenant, mystique, qui n'est pas typiquement bruxellois, que l'on rencontrait jadis partout en Europe. Mais je vais parler de ce mystère ici à Bruxelles, puisqu'il s'agit d'une sainte, Sainte Wilgeforthe. Sainte Wilgeforthe, qui est une fille qui devait être bretonne en principe. Hein? C'était la fille d'un noble, puisqu'elle est couronnée. Et vous voyez qu'elle a été crucifiée. L'histoire de Sainte Wilgeforthe, eh bien, c'est une histoire légendaire et très symbolique. Sainte Wilgeforthe est poursuivie par des brigands dans la forêt. Elle se jette à genoux, elle implore le ciel et elle attrape une longue barbe noire, si bien que cette jeune fille devient affreuse. Elle rentre chez son père, elle se montre de cette façon, puisque le ciel l'a exaucée, les brigands, eh bien, ont disparu, voyant cette fille qu'une barbe noire, hein, c'est pas tellement intéressant. Et quand son père la voit, eh bien, il donne l'ordre à ses soldats de la crucifier. Elle est possédée par le démon. On va la crucifier, vous l'avez devant vous. Et au moment où on va la crucifier, eh bien, sa barbe disparaîtra. C'est le miracle de Sainte Wilgeforthe. C'est une histoire banale. Seulement, le mystère, c'est que cette Sainte Wilgeforthe, on la connaîtra, on la verra, elle sera vénérée dans l'Europe entière. Et là, ça devient très intéressant. Nous parlerons de Bruxelles aujourd'hui. Vous avez cette représentation-là qui se trouve à l'église Saint-Guidon, Anderlecht. C'est une fresque du XVIe siècle, à l'époque où on parlait encore de Sainte Wilgeforthe. En voilà une autre représentation. Ici, elle se trouve avec sa barbe. C'est en Italie, et là on l'appelle Sainte Liberata. Hein, vous pouvez très facilement traduire le nom. Hein, c'est celle qui donne la liberté. Encore une, qui a été photographiée dans le nord de la France, à 800, près de Saint-Omer, là-bas, dans les environs de Saint-Omer, Boulogne-sur-Mer. Une petite anecdote, c'est que quand je l'ai découverte il y a déjà des années, eh bien, à l'issue de la messe, hein, je me suis adressé au prêtre en disant « Mais vous avez une merveille dans votre église ?» « Ah oui, il m'a dit c'est un Christ byzantin. » Vous savez qu'en France, quand c'est quelque chose de compliqué, c'est un Christ byzantin, tout est byzantin. Alors, hein. Je dis « Absolument pas, c'est Sainte Wilgeforthe. » Comment? Je ne connais pas ce nom-là. Ah, je dis « Je regrette. Vous avez déjà vu la proéminence de la poitrine de ce Christ? C'est pas tout à fait normal. Hein. Il m'a dit, mais c'est vrai. Cet homme a fait des recherches, et je suis passé dans le village 3-4 ans plus tard, avec un groupe, pour une visite guidée, et effectivement, il avait placé l'étiquette en dessous avec un divo, il avait mis Sainte Wilgeforthe. Ce qui est très intéressant. Alors maintenant, il faut en venir à une chose. Sainte Wilgeforthe, pourquoi? Eh bien, Sainte Liberata, Wilgeforthe, on commet dans le nord du pays, chez nous, chez les Flamands, eh bien, elle était vénérée par les femmes qui voulaient se débarrasser de leur mari. Voilà. Il y avait des pèlerinages à Sainte Wilgeforthe. Et il y en avait un qui était très couru, qui se trouvait en plein centre de la ville. Vous n'allez plus reconnaître l'endroit, bien sûr. Nous sommes là exactement en 1870, à la place Fontenas. Vous avez l'église de Bonsecours, là-bas à l'arrière. Eh bien, cette procession sortait le dernier dimanche du mois de juillet, à quelques jours de la Saint-Jacques. Et cette procession passait par tous les ponts de la Seine jusqu'à l'île Saint-Géry. C'était uniquement des femmes qui participaient, avec une chandelle allumée à la main. Et les femmes avaient, leur but, c'était de leur maquiller un problème à leur mari durant l'année et qu'elles soient séparées définitivement de leur homme. Voilà quel était le but de cette procession. Petit détail, c'est à cet endroit précis, hein, sur la droite, que sortaient les pèlerins qui voulaient se rendre à Compostelle. Donc Sainte Wilgeforthe, un nom qui a disparu,
l'histoire de la barre, eh bien cette histoire a laissé une trace chez nous à Bruxelles. Parce que, voilà le même endroit, voilà donc plutôt un des ponts. Nous sommes près de l'île Saint-Géry, toujours en 1870. Hein, un des ponts que passait cette procession à Saint-Louis-je-Forte, avec drapeau, avec chandelle. Je ne suis pas sûr que le prêtre participait. Ça reste à prouver, mais je ne peux pas le prouver, puisqu'il n'y a plus aucune trace de cette procession. Voilà le dernier pont que l'on passait pour aller à l'île Saint-Géry. C'est une ancienne écluse. Nous sommes encore à la place Fontenas. Le boulevard, imaginez-vous que le boulevard Anspach se trouve devant vous, vers la Bourse. Hein. C'est une ancienne écluse dont il reste encore un petit morceau dans les caves d'un hôtel, au boulevard Anspach. Ceci est une photo. C'est la dernière photo qui a été réalisée avant le mouvement de la Seine. Et que reste-t-il de ce pèlerinage, de ce culte? Eh bien, il y avait à la place Fontenas un moulin qui s'appelait le moulin de la Barbe. Et aucun historien bruxellois ne s'est penché sur les documents pour savoir pourquoi il y avait un moulin de la Barbe, pourquoi ce nom. On dit c'est fantaisiste. N'empêche, voilà une photo qui est de 1900 à peu près, et vous avez au centre de cette photo, à droite des chevaux, une petite impasse à la place Fontenas. Certains d'entre vous l'ont probablement connue. C'était l'impasse de la Barbe. Dernier souvenir de ce culte à Saint-Louis-je-Forte. Je vais vous montrer ce qui reste aujourd'hui. Voilà l'impasse de la Barbe aujourd'hui, c'est-à-dire deux bordures de trottoir et un parking dans le fond. C'était le dernier vestige d'un très vieux pèlerinage qui se déroulait et qui s'est déroulé vraisemblablement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle à Bruxelles. Le mystère, eh bien, c'est que cette sainte a fait le tour de l'Europe. Ça, il n'y a personne qui peut expliquer. C'est un culte qui a été répandu plus rapidement que celui de Saint-Antoine. La question reste posée, pourquoi? Dans chaque endroit de l'Europe, eh bien, elle change de nom. J'ai un ami qui a fait une étude de près de 300 pages uniquement sur cette sainte. J'ai appris énormément de choses. On peut tenir une conférence sur le personnage. Vous connaissez probablement tous ce qu'on appelle injustement la maison de la Belle Homme à la rue de Flandre. C'est devenu le grand lieu du spectacle depuis que Serge Creuse a défendu la maison parce qu'elle est à 2 doigts de la démolir. Et Charles Bulls d'abord à l'époque et Serge Creuse ensuite ont lutté. On l'a restauré, pas toujours heureusement, mais on l'a restauré. Alors on ne s'est jamais posé la question dans aucun livre pourquoi il existait cette maison. Oui, on a invoqué une raison un peu ridicule, c'est qu'une victoire a été gagnée sur les Turcs, la bataille de Senta, et à la suite de cette bataille, eh bien, on a élevé une maison dans le jardin d'un couvent. Vous avouez que c'est tout de même un peu ridicule, mais tous les livres d'histoire de Bruxelles le prétendent. Alors il fallait tout de même voir un petit peu plus loin, et voir d'abord quelle est la personne qui est représentée là. Il y a un très beau buste, mais qui est cette personne? Ce n'est pas une déesse. On l'a fait passer pour une déesse, mais cette sculpture a des traits connus, qui étaient connus à l'époque. Eh bien, imaginez-vous qu'il s'agit de Olympe Mancini. Olympe Mancini était une nièce de Mazarin. Elle avait une sœur qui était Marie, qui est un peu trempée dans l'histoire des poisons avec Louis XIV, qui a dû venir se réfugier également à Bruxelles dans un couvent. Et Olympe Mancini habitait cet endroit et on l'a représentée là. Elle est venue se réfugier à Bruxelles, à Tervuren d'abord, où elle a eu une vie épouvantable. Elle avait toute une cour, c'était un harem d'hommes à Tervuren. Elle a été poursuivie, elle a été chassée de la ville, elle est venue à Bruxelles et elle s'est enfermée dans un couvent. Un couvent qui est très peu connu.
Voilà comment il se présentait dans les années 1860. Imaginez-vous que c'est le vieux marché au grain. Si vous connaissez l'endroit, c'est où il y a ce très grand magasin de Val-Saint-Lambert. Alors voilà, c'était l'entrée d'un ancien couvent qui s'appelait les Dames Blanches de Jéricho. C'est là qu'a vécu une partie de sa vie Hugo van der Goes notamment. Cela, je crois qu'il est venu complètement fou et qu'il est passé au Rouge-Cloître ensuite. Voilà ce couvent des Dames Blanches de Jéricho où s'est réfugié Olympe Mancini. Et Olympe Mancini, qui avait un fils qui était un grand connaisseur également, qui était le prince Eugène de Savoie-Carignan, c'est lui qui s'est battu contre les Turcs et qui a eu sa victoire. Mancini a appelé ce personnage, le prince Eugène, son fils, il est venu à Bruxelles, et lui a fait remarquer qu'elle ne tient absolument pas à finir ses jours entre les quatre murs de ce couvent. Il fallait qu'on lui baptise une demeure digne d'elle et de son nom. Si bien qu'on a fait appel à un architecte, à des décorateurs, et on a conçu cette maison qu'on appelle la maison de la Bellone. Elle avait un immeuble assez extraordinaire, un bel hôtel particulier, mais qui se trouvait en plein milieu des jardins de ce couvent. Alors, si vous voulez revoir l'endroit, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, je crois que c'est le 46 rue de Flandre, vous poussez la porte là, et vous êtes dans une très grande cour où vous allez découvrir cette magnifique maison. La voilà. Après sa restauration, bien sûr, il y a tout de même déjà quelques années, avec des médaillons d'empereurs romains, c'était le style, il y a un tas de symboles qui rappellent l'alchimie. Les architectes ont poussé sur le fait qu'il fallait expliquer ce qu'était l'alchimie à la fin du XVIIe, début XVIIIe siècle. C'est une autre question. L'architecte en question s'appelait Jean Causin, très grand architecte qui a réalisé certaines maisons à la Grande Place. Et Jean Causin va mourir. Il sera inhumé à l'église Saint-Géry, que vous avez devant vous. C'est l'église Saint-Géry en 1790, c'est-à-dire quelques années avant sa démolition, puisque maintenant elle a été remplacée par un marché. Si bien qu'il va mourir, on lui fera une belle pierre tombale, et lorsqu'on va démolir l'église, eh bien quelqu'un va sauver cette pierre tombale, quelqu'un qui savait, un initié, qui savait encore qui était Causin. Et on a transféré sa pierre tombale à l'église Saint-Gudule. Cette pierre tombale est très curieuse. Regardez les différents attributs. Nous y trouvons les attributs de la franc-maçonnerie. Et si l'Église a conservé cette pierre tombale, ces restes s'y trouvent peut-être, mais j'en suis pas tellement sûr. Si on a conservé cette pierre tombale, eh bien, c'est parce qu'au-dessus, on a un monogramme, IC, Jesus Christus, mais qui en principe était Jean Causin, les initiales de l'architecte. La tombe existe toujours, mais il faut bien chercher. Parce que 9 fois sur 10, vous ne pouvez pas la trouver. Il y a un tapis, il y a des panneaux d'exposition, et généralement, on la cache. Pour quelle raison? Eh bien, je ne sais pas si c'est encore un fait d'esprit à l'heure actuelle. Ça m'étonnerait un peu. Où se trouve-t-elle? Elle se trouve, en entrant dans l'église, dans une chapelle du côté gauche. Je crois que c'est la seconde chapelle. Du côté gauche. Alors, que va-t-il se passer avec Olympe Mancini? Eh bien, elle va mourir, j'allais dire gentiment, mais c'est un petit peu cela, en 1708. Comment? On n'en sait rien. Peut-être empoisonné, on n'en sait rien. Son corps va être transporté la nuit, en grand secret. D'ailleurs, ce chapitre, je l'ai appelé « Inhumé à la lueur des torches », pour ne pas qu'il y ait une révolution dans le bas de la ville, parce qu'on lui en voulait énormément, on n'aimait pas cette femme. Et on va amener son corps, c'était un très grand risque, on va amener son corps à l'église des Minimes, qui lui se trouve tout à fait à l'opposé dans le haut de la ville. Curieusement, les historiens ne sont jamais tombés d'accord. On parle de l'église du Béguinage, parce qu'on confond avec une autre anecdote, on parle de l'église Sainte-Catherine, non, absolument pas. Elle a été inhumée en secret à l'église des Minimes. Pourquoi? Mais parce qu'elle avait un confesseur qui était minime.
c'est pas plus difficile que ça. Et cet homme, on le connaît, on connaît son nom, et on sait ce qu'il valait. C'était un très grand monsieur. Donc, on a transféré son corps à un endroit qui s'appelle le Galgenberg, c'est-à-dire où se trouve le palais de justice à l'heure actuelle. Et voilà l'ancien couvent des Minimes. La photo n'est pas très claire, elle est ancienne, où l'église se trouve sur la gauche. Un très grand couvent. Et on l'a inhumé dans l'église, un endroit que l'on ne connaît absolument pas. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien dans les registres. À cet endroit se trouvait, avant la construction de l'église, un ensemble de maisons de passe. J'ai repris la phrase d'un historien: la nièce de Mazarin pourrira dans les fondations d'un gigantesque bordel. Voilà ce qu'on a écrit au début du XVIIIe siècle sur l'inhumation de Olympe Mancini. Ce qui veut dire qu'elle a bien été inhumée à cet endroit, non pas au Béguinage, non pas à Sainte-Catherine, et c'est confirmé par la présence également d'un père vivant. Ici, c'est une histoire qui fait généralement rire. Notez que c'est un personnage qui était très rigolo quand il voulait, mais pas toujours. Il s'agit de Pierre le Grand, tsar de Russie. Un personnage assez étonnant, très intelligent, très courageux. Un homme qui parlait plusieurs langues également. Mais un homme qui n'était pas du tout maniéré. Il n'aimait pas les petits marquis, les petites gentillesses, etc. Il n'aimait pas ça, c'était une grande révolution. Mais qui avait bon cœur. Le 14 avril 1717, l'après-midi, des centaines de Bruxellois sont réunis sur le bord du canal de Villevaux. Énormément de monde, parce qu'on attend le tsar Pierre le Grand, le tsar de Russie. On l'attend chez nous, c'est une grande personnalité, on en a beaucoup parlé. Seulement, le tsar de Russie va jouer un très vilain tour aux Bruxellois. Il ne va pas se présenter du tout, il restera dans son bateau, et ce n'est qu'à 8 heures du soir, quand plus personne ne se trouve sur le quai, bien qu'il va débarquer, qu'il va mettre les pieds sur le sol bruxellois. Le marquis de Prier, qui fait un petit peu office de gouverneur à cette époque-là, le marquis de Prier viendra l'attendre avec son carrosse, et il va filer en direction du grand palais de Bruxelles qui se trouvait à la place royale. Pierre le Grand ne veut absolument pas loger dans ce grand palais. Vous en avez une reproduction fidèle et assez rare qui a été réalisée par un fabricant de maquettes à Bruxelles. Malheureusement, il est mort entre-temps. Il voulait faire toute la ville de Bruxelles, maison par maison. Voilà le palais de Bruxelles. Et Pierre le Grand veut dissuader le marquis de Prier en disant: moi, je ne veux absolument pas loger dans votre palais, il faut me construire une cabane dans le parc de Bruxelles. Je veux loger dans le parc. Il dit: bon, mais on a des cabanes dans le parc, là. Une cabane d'un forestier, par exemple. Eh bien, je vais loger là, c'est très bien, parce que je vais tous vous réveiller. Demain à 5 heures, je suis debout et je chante. Et puis, je vais visiter la ville. Et très bien, on le laisse dans sa cabane en bois. Il est très content. N'oublie pas qu'il est incognito chez nous. Et sa première visite sera le matin. Il va se lever à 5 heures comme promis, c'est pas celle-là, ça c'est sa seconde. Il ira voir le couvent des Chartreux. Pourquoi les Chartreux? Les Chartreux sont des gens qui s'occupent de sciences, ce sont des mathématiciens également, des chimistes. Et il faut retenir ça, les Chartreux sont les premiers qui ont voûté la Seine à Bruxelles. La Seine les embêtait un petit peu dans leur couvent, pas loin de la Bourse. Et ils ont voûté tout ce tronçon de la Seine qui passait dans, c'est tout de même un coup de maître, et ils voulaient voir les artisans qui avaient œuvré au voûtement de la rivière. Et bien ensuite, il ira, deuxième visite, à la cathédrale actuelle, à l'église Saint-Gudule. Il ira voir le doyen des chanoines là-bas. Pourquoi? Eh bien parce que, pour deux choses. Parce qu'on lui a dit d'abord qu'il y avait là un morceau de la vraie croix qui était tout de même assez important. Deuxièmement, il voulait se rendre compte d'une affaire assez extraordinaire et méchante qui s'est déroulée chez nous à la fin du XIVe siècle. C'est cette histoire, la fameuse histoire des hosties sanglantes et du Saint-Sacrement du miracle.
Rappelez-vous, en deux mots, ce sont des Juifs qui auraient volé des hosties à l'église Sainte-Catherine, et au moment où ils ont poignardé les hosties, eh bien, il y a eu un jet de sang qui est sorti de ces hosties. Les Juifs ont été brûlés, au Galgenberg aussi, pas loin de là, et les hosties ont été récupérées, et on voit sous ces hosties des taches de sang, et c'est ça que Pierre le Grand voulait se rendre compte, parce qu'il était au courant de toute cette histoire, vous imaginez. On lui a présenté les hosties, il n'a pas fait beaucoup attention, mais il a surtout fait attention au morceau de la Sainte Croix, parce qu'il a sorti un mètre de sa poche et il a mesuré, il a pris des notes. Oui, le gendarme qui était Pierre le Grand. Donc ces deux visites ont été exécutées comme il l'entendait, si bien que le jour même, eh bien, en guise de remerciement, il va souper au palais de Bruxelles. Il aime bien se nourrir aussi. Il va manger, il va surtout beaucoup boire. Et puis, on lui dira, mais logez dans le palais, parce que vous êtes mieux ici, dans votre cabane. Il n'en est pas question, il dit, je rentre chez moi. Seulement, le problème, c'est qu'il avait beaucoup bu, et que du palais vers sa cabane, il y a un dénivellement de terrain assez important. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de balustrade, rien du tout. Si bien qu'au moment où il va se retrouver en face de ce qu'on appelle maintenant le parc, mais qui était la Warande à cette époque-là, il va glisser de tout son long et il va se retrouver dans une mare d'eau. Et c'est à cet endroit qu'il va vomir tout ce qu'il a mangé, puisqu'il est dans un état épouvantable. Il va se relever et rentrera dormir chez lui. Si bien que le lendemain, il repassera, il va s'habiller de ses plus beaux habits, il va retourner vers cette mare, qui en réalité est une fontaine, et il va boire cette fois du vin au même endroit où existait cette source d'eau. Le fond de son verre de vin, il va le verser dans cette source. Alors, si vous allez un jour voir cette fontaine, voilà son buste qui se trouve dans le bas-fond du parc de Bruxelles, en souvenir de toute cette aventure. Voilà cette fontaine qui existe encore, mais qui est aride. Et tout autour de cette pierre bleue qui servait de bassin, il y a une inscription en latin, avec une date d'abord, le 17 avril 1717, ici, Pierre le Grand, tsar de toutes les Russies, a ennobli l'eau de ce bassin. Alors, rendre noble l'eau d'un bassin, d'une fontaine, est-ce que c'est avoir vomi dedans, avoir glissé dedans avec son postérieur, ou bien le lendemain vouloir se racheter en représentant le vin, en faisant couler le vin dans l'eau? C'est un mystère, on ne le saura absolument jamais. Est-ce dans le domaine du folklore qu'il faut chercher? Je ne pense pas. Je crois qu'il y a autre chose qui nous échappe. Vous pouvez encore voir ça à l'heure actuelle, hein, il y a un buste d'ailleurs qui a été volé il n'y a pas tellement longtemps, qui a été restitué. Ça se trouve dans un des bas-fonds du parc. Les 12 coups de minuit viennent de sonner dans un cloître du couvent Sainte-Rosalie. Sainte-Rosalie doit se trouver en Normandie. Un personnage très captivant qui s'appelle Bertram, qui n'est autre que le démon incarné, s'approche à l'avant-scène, puisqu'il s'agit d'une pièce de théâtre, en l'occurrence, d'un opéra même, et il va lancer de sa grosse voix de basse aux spectateurs qui se trouvent dans le théâtre, il va hurler « Nonnes qui reposez sous cette froide pierre, relevez-vous ». Au même moment, sur la scène du théâtre de la Monnaie, des tombes vont s'ouvrir. C'est une machine théâtrale, et de ces tombes qui vont s'ouvrir en scène, des nonnes, vous les voyez, sortent de ces tombes, chandelle à la main,
vont à un lieu de rendez-vous, un lieu où le démon leur a donné un rendez-vous, une sorte de sabbat organisé. Ça se passe à la Monnaie, la nuit de Noël, en 1840, parce que on crée sur la scène de la Monnaie un opéra de M. Meyerbeer qui s'appelle Robert le Diable. Au moment où ces sœurs, ces nonnes vont sortir de leur tombe, il y aura un frémissement dans la salle. J'ai lu des notes de ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a un frémissement dans la salle, les gens ont peur, ils sont accrochés à leur fauteuil. Eh bien, voulant voir exactement, j'ai eu beaucoup de chance, pardon, voulant voir exactement ce qu'était Robert le Diable, j'ai j'ai assisté à une représentation qui avait été donnée à l'Opéra de Paris il y a maintenant une dizaine d'années. Alors imaginez-vous qu'au moment de la scène des nonnes, les nonnes sortent de leur tombeau, eh bien je vous assure, vous ne me croirez pas, le public était plié en deux de rire. Nous sommes en 1840, nous étions en 1995. Et le public change, hein, et pourtant c'était très bien fait. À cette première de Robert le Diable, Bruxelles assiste, tout Bruxelles voulait assister à cette représentation théâtrale. Un personnage qui nous intéresse particulièrement, puisque c'est lui, il s'agit de lui dans cette histoire, c'est Gérard de Nerval. L'auteur Gérard de Nerval, qui spécialement est venu de Paris chez nous, au Théâtre de la Monnaie, et il a un fauteuil d'orchestre, mais il n'est pas venu pour Robert le Diable. Là, il est venu pour une femme qu'il adore, mais il est prouvé qu'il ne lui a jamais dit. Une femme qu'il adore, qui s'appelle Jenny Colomb. Jenny Colomb est une grande actrice, il a même écrit une pièce de théâtre pour elle, parce qu'il y a des actrices à l'époque qui chantaient et qui jouaient au théâtre. C'était, je n'ai pas dit que c'était courant, mais ça arrivait de temps en temps. La dernière, c'est Germaine Leblanc, qui a même fait du cinéma après ça, au début du siècle. Voilà le théâtre de la Monnaie, à l'époque de Gérard de Nerval, un petit peu avant. Et à un certain moment, au moment de l'ouverture des tombeaux des nonnes, eh bien Gérard de Nerval va tomber une sorte de crise d'épilepsie. Il est au premier rang du théâtre. Le docteur va s'approcher, les infirmiers viendront le chercher, on va le transporter d'urgence à l'hôpital Saint-Jean. Le lendemain matin, il sera guéri, il s'enfuit vers Paris, on va l'interner dans un hôpital à la rue de Picpus. Une question se pose, a-t-il rencontré au moins une fois dans sa vie Jenny Colomb, l'actrice? On n'en sait absolument rien. L'a-t-elle aimé, un amour platonique? On sait encore moins. Ce qu'on sait, c'est que le 21 janvier 1855, la Monnaie brûle. 21 janvier 1855, il fait froid, il y a moins 30 degrés à l'extérieur. Si bien que l'eau n'a pas le temps d'arriver, les pompiers ont beaucoup de mal à faire sortir l'eau des tuyaux, parce que l'eau gèle au contact du sol et au contact de l'air. Le théâtre a été complètement détruit, il a été reconstruit en un mois. Dans le temps, on travaillait tout de même pas mal. Hein. De Nerval est à Paris, il apprend l'incendie du théâtre, il apprend surtout une chose par cet incendie, il se rend compte que tout ce qui restait de ses amours, les costumes de Robert le Diable, les décors en carton-pâte, et bien tout a disparu dans les cendres. Quelques jours plus tard, entre 6h et 7h du matin, voilà Gérard de Nerval, une photo qui a été réalisée, une caricature qui a été réalisée plutôt par Nadar, quoi qu'il y a tout de même une photo aussi. Entre 6h du matin, quelques jours après l'incendie de la Monnaie, eh bien, on retrouvera Gérard de Nerval pendu au barreau d'une rue très mal fréquentée dans le style de cette rue-là, mais celle-là c'est une rue bruxelloise, un endroit qui s'appelle la Vieille Lanterne, à proximité du théâtre du Châtelet à Paris. Il est mort d'ailleurs en habit de soirée, et le procès verbal dit qu'il est mort de froid. Voilà ce qu'on indique. Voilà une histoire qui s'est passée chez nous également à Bruxelles, avec énormément d'inconnus.
Et je crois que c'est surtout dans le domaine des anciens dominicains, dit-on, ceux qui s'occupent des ésotérismes, les anciens dominicains qui vivaient à l'endroit où se trouve maintenant le théâtre de la Monnaie, dominicains qui condamnaient le théâtre, absolument, qui réalisaient des grandes mises en scène, mais enfin ça c'est différent, condamnaient le théâtre, et curieusement le théâtre de la Monnaie a été conçu au même endroit où se trouvait le couvent. Chose curieuse aussi, à Liège, le problème est exactement le même. Nous allons approcher de l'époque contemporaine et nous allons approcher un petit peu du quartier, puisque j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter ce grand mystère, mais qui se déroule à Uccle, et qui se déroule tout près d'ici. Ça, je citerai cette histoire, c'est peut-être une des premières fois que l'on en parle, mais pour des raisons bien précises. Vous savez que à la fin de la guerre 14-18, le tsar de Russie ainsi que sa famille ont subi des choses très graves. Ils ont été fusillés, entre autres, à Ekaterinbourg. C'était une tuerie sans nom, toute la famille, le tsar, la tsarine, le tsarevitch, les 4 grandes-duchesses, ses filles, leur docteur, le docteur Botkin, ainsi que 3 de leurs serviteurs. Ils ont été abattus comme des chiens. Et puis, les corps ont été conduits à un endroit qui s'appelait les 4 frères. À cet endroit, on a déshabillé les corps, entièrement nus, et puis on les a coupés en morceaux. Ce sont les Russes, les rouges qui ont fait ça. On a détruit les corps avec de l'acide sulfurique, et le reste, on a brûlé sur des bûchers. Ce qui reste de tout ce mélange, eh bien, on l'a lancé dans un puits. Un ancien puits qui n'était plus en fonctionnement. Voilà ici, vous avez devant vous le doigt de l'impératrice, qui va faire un petit peu le tour du monde d'ailleurs, le doigt de l'impératrice, calciné, si bien que les restes donc vont être jetés à 11 mètres de profondeur, et plus tard, très vite, lorsque les Russes blancs vont occuper le territoire, on fera des fouilles dans le puits, et on va découvrir 65 objets, des ossements, beaucoup d'ossements, mais des objets aussi, des morceaux d'icônes, des bijoux qui ont appartenu aux victimes. Des insignes militaires également, vers le lunettes, un dentier, le dentier du tsar va être découvert par la même occasion. Malheureusement, et là c'est l'énigme, on ne retrouvera jamais les crânes. On a dit qu'on les avait vendus à un juif, mais on n'en sait absolument. On n'a jamais découvert les crânes de la famille. Les Russes rouges vont fuir, comme je vous l'ai dit. Les Russes blancs vont revenir sur le territoire, ils occuperont le territoire. On remonte toutes ces reliques du puits des 4 frères, et on va placer ces objets dans une sorte de coffret en bois sombre. Les morceaux de chair, les ossements, eux, vont être placés dans un sac de toile belle. Le tout sera transmis à un personnage qui s'appelle le juge Nametkin. Nametkin a un travail très important. Il sera chargé de mener l'enquête sur la mort du tsar et de sa famille. Il recevra donc ce petit sac, petit sac très important, mais enfin petit sac, avec les ossements des Le 17 janvier 1919, un autre personnage, l'amiral Kolchak, donne l'ordre au général Dietrich de lui remettre toutes les pièces du dossier, le coffret avec les objets et le sac beige contenant les restes de la famille. Donc, tout cela se trouve en possession d'un seul homme qui sera responsable d'une mission. Nous sommes en février 1919.
le général Dietrich apporte le tout, les objets, le sac avec les restes humains, à Homs. Il va transmettre tout cela à un juge. Le juge s'appelle Sokolov. Il y aura un renversement politique au front russe. L'amiral Kolchak sera fusillé par les Rouges. Et alors, à ce moment-là, perdre Kolchak, c'est la débâcle. Le juge Sokolov, que vous avez devant vous, prend une décision ferme. Il décide d'envoyer le précieux colis en Europe. On ne prend plus de risques, on ne tient plus tout cela chez nous, c'est jamais ce qui va arriver, et on envoie le colis en Europe. Seulement, le problème, c'est qu'on décide d'envoyer ça en Angleterre. Les Anglais refusent absolument. Ils ne sont pas d'accord. Il y a en poste à Carmine un général français, un nommé Janine, qui lui accepte. Le général Janine va recevoir une grande valise avec des documents, une grande valise avec des objets retrouvés dans le puits, et une plus petite valise avec le fameux sac avec les restes de la famille. Janine va prendre un train militaire, accompagné d'autres personnages que je viens de vous citer, Dietrich, Sokolov, et un nommé Pierre Gilliard, qui est également français. Ces 4 personnages auront eu beaucoup de difficultés dans le train, ils seront poursuivis, il y aura des coups de revolver, mais finalement tout se dérouleront bien parce qu'il y aura des sentinelles qui viendront les protéger. Le lendemain matin, Dietrich, que vous avez devant vous, donne une mission personnelle à ce fameux Janine. Il lui donne comme mission de se rendre donc en Europe et en France avec ses objets et de remettre le tout à Nicolas Nikolaïevitch, qui est le doyen, le représentant des doyens du grand-duc de Russie, et lui, il demeure à Nice. Janine reçoit le relevé de tout ce qui se trouve dans cette valise, au total 311 pièces. Je possède la liste complète, c'est passionnant. 311 pièces, ça va d'un petit document à un râtelier, par exemple, un dentier. Les valises passent par Pékin, puisqu'il faut presque faire le tour du monde pour arriver en Europe, par Pékin. On arrive à Marseille par Shanghai, c'est un grand voyage. Seulement, quand on débarque les objets à Marseille, il n'y a personne à l'arrivée du bateau. C'est assez étonnant, puisque on avait tout de même annoncé l'arrivée de ces différents colis et leur importance. Que fait Janine? Il ne se rend pas à Paris, il a de la famille à Grenoble, il emporte ses colis dans sa famille à Grenoble. Il envoie un rapport détaillé à Clémenceau. Clémenceau, dit-on, ne recevra jamais ce rapport. C'est aussi une énigme. Le grand-duc Nicolas est contacté d'urgence et lui refuse les colis. Ces colis macabres, il les refuse. Vous voyez, dans certaines familles, on s'entraîne. Auteur d'un hôtel de maître où habite un très riche industriel d'ailleurs, le chauffeur du taxi dépose la valise sur le seuil de la porte, vous l'avez devant vous, et donne un coup de sonnette. Au même moment, après le coup de sonnette, l'homme rentre dans le taxi et le véhicule s'en va vers Ixelles et s'en va vers le bas de la ville. Sur la banquette arrière, il y a un personnage qui va regarder ce qui se passe dans la rue des Champs-Élysées. Il viendra si l'opération s'est bien déroulée. Le 1er octobre 1950, il n'y a pas tellement longtemps, le roi Pierre Ier de Yougoslavie, ainsi que Monseigneur Jean qui était très connu dans le milieu orthodoxe, va inaugurer ici un monument à la mémoire du tsar, des victimes du bolchevisme, situé dans le bas de l'avenue de Frey, que vous connaissez. À la fin de l'inauguration, Monseigneur Jean va sceller pour l'éternité un endroit secret dans l'église, que certains connaissent, mais beaucoup ne le connaissent pas. Un petit sac de toile beige, ainsi que
Une petite boîte de bois sombre dans laquelle reposent et les restes de la famille tsariste et les derniers objets qui ont appartenu à cette famille. Nous pouvons nous vanter ici à Bruxelles de posséder, d'être la seule ville au monde à posséder les restes de la famille du dernier tsar. C'est un scoop peut-être, c'est une histoire assez extraordinaire, mais tout a été relaté par des Russes blancs à Bruxelles. Tout a été relaté par la famille de l'industriel qui habitait, qui n'habite plus, mais qui habitait à cette époque à la rue des Champs-Élysées. Industriel qui voulait investir en Russie, qui savait bien qu'une fois que la Russie serait occupée par uniquement les Russes blancs, il s'était trompé, eh bien il avait une chance de récupérer ce qu'il avait placé là-bas, mais surtout de placer encore autre chose. C'était le but de l'industriel, ce n'était pas pour faire plaisir aux Russes blancs de Bruxelles. Voilà une opération assez extraordinaire. Je vous en prie. Vous n'avez quand même pas une maison de maître, vous avez montré là. Non, c'est la maison de maître est devant vous, c'est une annexe, c'est l'entrée de l'annexe. La maison existe toujours. Vous tenez à ne pas la montrer, j'imagine. Vous tenez à ne pas la montrer. Je n'entends pas. Les noms des Russes blancs qui m'ont aidé dans cette enquête, je ne tiens pas à les donner non plus. Notez qu'il y en a peu qui vivent encore. Parce que le fait qu'on n'ait jamais parlé de cette histoire, c'est que ce soit un mémorial, d'accord, mais il y aurait peut-être eu des profanations. Alors maintenant que ces gens sont décédés, ceux qui m'ont aidé dans cette enquête, il y a encore un couple que je n'ai plus vu depuis bien longtemps, qui est la famille Pouchkine, je crois qu'ils ont été en vie depuis, la famille Pouchkine qui a habité Uccle, je crois que ce sont à peu près les derniers qui peuvent encore parler de cette histoire. Les descendants du poète, oui. Voilà cette église que vous connaissez. Je vais vous présenter un dernier scoop. Il est aussi important que le précédent. C'est le résultat d'une très longue enquête qui a été commencée par un ami historien, qui a été repris par un historien allemand. J'ai hérité les documents et j'ai terminé le travail. Alors je l'appelle Le secret de Magda. C'est un titre qui est banal, mais qui est très lourd en histoire. Nous sommes en 1914, nous sommes à la Grand Place. C'est la Grand Place, c'est le marché aux fleurs à cette époque-là. Vous savez qu'en 1914, il y a eu un été assez extraordinaire, quand les soldats sont partis au front, mais c'est pas avec gaieté de cœur, parce que c'était le moment d'aller à la plage et surtout de prendre du bon temps. C'est un bel été, beaucoup de monde à la Grand Place, mais il y a surtout des vendeurs de journaux. Et ces vendeurs de journaux hurlent. C'est la guerre, c'est la guerre. L'Autriche a déclaré la guerre à la Serbie, l'Allemagne à la France. C'est un pavé dans la barre, tout le monde prend peur, que va-t-il se passer? La petite Magda, elle donne la main à son père, elle passe sur la Grand Place, son père c'est Max Friedländer, et ils vont devoir quitter Bruxelles, parce que si c'est la guerre en Belgique, ils sont allemands, ils vont devoir quitter absolument Bruxelles et rejoindre Berlin, d'où ils sont venus quelques années auparavant. Comme de nombreux juifs d'ailleurs, le père de la petite Magda, Max, est un nationaliste. Ce qui veut dire que lui, il veut quitter Bruxelles le plus tôt possible pour aller se battre dans les troupes du Kaiser. Vous savez que tous les juifs allemands à l'époque voulaient se battre pour leur pays, ce qui est un peu logique. Ça a changé dans la Seconde Guerre mondiale et ça se comprend. Dans la Première Guerre mondiale, c'était cela. Alors Max, il n'a qu'une idée, rejoindre Berlin le plus rapidement possible. La petite Magda en question, puisqu'on va parler d'elle,
Elle a séjourné à Bruxelles de 1906 à 1914. Qui était son père? Eh bien, je vous l'ai dit, c'est Max Friedländer. C'est un homme qui travaille le cuir et il habite avec sa fille et son épouse dans une sorte de cuisine de cave, Anderlecht, le long de la gare du Midi. Les maisons n'existent plus, malheureusement, parce que j'aurais bien voulu faire une enquête sur ces lieux. C'est toujours intéressant et touchant à la fois. Magda fait ses études dans un internat chez les Ursulines à Villevorde. Vous avez là une carte excessivement rare que j'ai fait reproduire en dia. Hein? C'est la cour des Ursulines à Villevorde. Et il est possible, je dis il est possible, vu la date de la carte, que la petite se trouve dans la ronde des petites filles. Je ne veux pas. Hein? C'est un détail que je dis en passant, mais on me l'a fait remarquer avec la date de l'impression de la carte postale. Donc ce n'est pas impossible. Voilà donc les Ursulines à Villevorde. Ce que j'ai découvert, c'est le week-end. C'est intéressant. Le week-end, elle se trouve chez les bourgeois à la rue Villain 14. La rue Villain 14, c'est un petit peu comme la rue des Champs-Élysées que nous avons vue tout à l'heure, hein, du moins un morceau. Hein. Une rue qui était très très bien fréquentée, de la noblesse, de la haute bourgeoisie. Et Magda va passer ses week-ends dans une famille dont j'ignore malheureusement le nom. Voilà une vue rare aussi de Bruxelles en 1914, c'est la Bourse. Les soldats allemands, là-bas devant. Nous sommes à Berlin. Les familles juives qui viennent de Russie arrivent à Berlin. Et la jeune fille, la jeune Magda, qui s'y trouve maintenant, elle est attirée par un jeune, Victor Arlosodorov, qui est un jeune sioniste, hein, un casseur. Malheureusement, elle va se séparer très vite de lui. D'ailleurs, il aura un autre amour entre-temps, il va cacher sa Magda, ils vont se séparer. En 1919, la petite Magda en question va décrocher son baccalauréat. Jusque-là, tout va bien. 1921, elle se marie. Elle se marie avec un nommé Günther Quandt, qui est un très riche industriel allemand. Günther Quandt est veuf et il est père de 2 enfants. Magda prendra le nom du premier époux de sa mère. Très curieux. Elle va se marier donc, elle prendra le nom du premier époux de sa mère, qui est Ritzschel. Donc c'est maintenant mademoiselle avant le mariage, Maria Ritzschel. Elle deviendra protestante, donc elle va abandonner la confession juive, elle deviendra protestante comme son époux. Le ménage jusqu'à présent marche bien. Elle va accoucher d'un fils, nommé Harald, il deviendra Harald Quandt. Elle va passer de longs séjours en Amérique du Sud, et après 9 ans de mariage, elle divorce. Elle a beaucoup de soupirants, c'est une très jolie femme, beaucoup de soupirants, et elle aura beaucoup d'offres de mariage, qu'elle va d'ailleurs décliner les uns après les autres. Il y aura ici un tournant dans sa vie. Vous savez en quelle année nous sommes, elle va assister, et un petit peu par accident, à une réunion du parti nazi. Cette réunion sera tenue par le fameux docteur Joseph Goebbels. L'homme fascine Magda, et c'est le coup de foudre. Le coup de foudre qui va se terminer par un mariage. Magda va épouser le docteur Goebbels, 12 décembre 1931. Alors qu'elle est juive. Absolument. Vous avez là le mariage, et derrière, vous le voyez avec son chapeau, Adolf Hitler. C'est aussi une photo rare. Hitler, d'ailleurs, va tenir les rênes du ménage. Tout le temps, ce sera le maître. On lui demandera conseil à diverses reprises. C'est aussi une aventure, ça. Berlin, 1944. Pardon. Vous connaissez l'histoire. Les 6 enfants, Magda est là. Les 6 enfants seront étendus sur un divan. Ils vont recevoir une piqûre de morphine d'abord. Ensuite, ils prendront une capsule de cyanure. Goebbels, lui, abattu d'un coup de revolver par son aide de camp. Goebbels est mort. Magda
prendra à son tour une capsule de cyanure. À l'heure actuelle, les restes de la famille Goebbels se trouvent scellés dans la fosse d'un garage à Magdebourg. Et je dis garage parce que depuis lors, c'est une sorte de poubelle. Il y a des gros, vous savez, ces grosses poubelles qu'on fait rouler maintenant, qui se trouvent dans les grands blocs. Eh bien, toutes ces poubelles sont l'une à côté des autres et la famille Goebbels a été inhumée à cet endroit. Imaginez-vous, c'est une histoire assez extraordinaire qui débute ici à Bruxelles et qui donne un aspect de l'histoire de cette juive, de cette petite juive qui était Magda. Alors mon ami Jacques Delaunay, qui a fait les 3/4 de cette enquête, s'est rendu au début de son enquête chez les Ursulines à Vivant. Et il m'a écrit ça sur un document. Il y avait une sœur là qui avait 92 ans. Et il lui a parlé de la petite Magda. Et cette sœur lui aurait dit, mais vous imaginez, c'était une jolie et une gentille fille. Seulement, c'est la seule qu'on n'a plus revue chez nous, parce que d'habitude, nos élèves viennent nous revoir après, la petite Magda, on ne l'a plus jamais vue. Vous imaginez que Jacques Delaunay n'a jamais osé lui dire qu'elle avait fini dans le bunker à Berlin. Et le pauvre sœur n'en a jamais su. Je crois que c'est un scoop aussi, parce qu'on ne sait pas, généralement, tout d'abord, que l'épouse de Joseph Goebbels a vécu chez nous, qu'elle a suivi des cours chez nous, près de Bruxelles, et on ne sait surtout pas qu'elle était juive. Avouez que ça, c'est tout de même un petit peu fort quand on connaît la suite de l'histoire. Je vous ai résumé en quelque sorte 7 chapitres de cette histoire de Bruxelles. Je vous ai dit que le livre parlait, si ça vous intéresse, en principe, à la FNAC, ils en ont des centaines, parce qu'il paraît.